Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo incroyable. Ce sujet va vraiment te paraître un peu fou. Si tu ne suis pas l'actualité ou du moins, en tout cas, les médias, en tout cas traditionnels, ne veulent pas trop en parler. En fait, il s'agit de la demande officielle de la France à pouvoir faire partie du BRICS. Waouh! Incroyable. La France veut participer à la réunion annuelle du BRICS qui va se tenir en Afrique du Sud au mois d'août. Mais incroyable. Attends, je vais te partager l'écran. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et tu seras surpris que, attends. Eh ben, voilà. Qu'est-ce que l'article dit? L'article dit, voilà. La France propose une participation d'Emmanuel Macron au sommet des BRICS en Afrique du Sud. C'est l'hôte qui détermine qui doit être invité, a souligné la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, précisant que la décision appartenait au président Cyril Ramaphosa. Bon, le président français Emmanuel Macron pourrait participer en août au sommet des BRICS en Afrique du Sud. Sa ministre des Affaires étrangères ayant indiqué mardi 20 juin avoir fait connaître à Pretoria la disponibilité et l'intérêt du président Macron. Les BRICS regroupent 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Je fais état à mon homologue, Madame Pandor, de la disponibilité du président et de son intérêt à poursuivre le dialogue que la France entretient avec le BRICS, a déclaré Catherine Colonna à la presse au terme d'une visite officielle en Afrique du Sud. Catherine Colonna, ce nom me dit quelque chose. Ça vous rappelle rien? La France de droite. Jacques Chirac, De Gaulle. Je crois que son grand-père a travaillé avec De Gaulle, avec le général De Gaulle. Tiens, tiens, bizarre, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'aime toujours l'histoire. La décision d'inviter M. Macron doit être faite non pas par la France, mais par les BRICS, et au premier rang d'entre eux, l'Afrique du Sud, qui est la puissance invitante du sommet, a précisé la ministre. La veille, lors d'une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, Mme Colonna avait précisé qu'une telle invitation devrait se faire dans le plein respect du droit international, en référence à la possible venue au sommet de Vladimir Poutine. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens dans le cadre de l'offensive de Moscou contre l'Ukraine. On sait tous qu'il y a, depuis l'offensive, l'opération militaire russe en Ukraine dans le but de défendre ses intérêts contre la France, on sait tous que, ben voilà, récemment a circulé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, que tout pays qui serait en mesure d'accueillir Vladimir Poutine devait, voilà, le prendre et le mettre en prison. Bizarrement, la France, qui est pour justement ce mandat d'arrêt, qui a voté pour, ben, bizarrement, veut aussi participer au pays, au sommet, au sommet des BRICS, là où Vladimir Poutine doit se rendre. Normalement, si tu as un problème avec une personne quelconque, il vaut mieux sans doute éviter d'être soit sur son territoire ou bien carrément euh, arrêter euh, arrêter carrément toute négociation ou bien arrêter carrément tout échange, que ce soit politique, économique, commercial, financier, avec cette personne en question.
Mais, deux poids, deux mesures, on constate que les BRICS qui aujourd'hui se positionnent comme étant euh, une nouvelle alternative à l'hégémonie des États-Unis sur le monde, parce qu'on sait tous, hein, aujourd'hui, avec l'Occident, c'est quoi? Quand tu es ami avec eux, enfin, ami, quand je dis ami, c'est ami, ami, tu veux comprendre ce que je veux dire. Quand, en tout cas, tu sers leurs intérêts et que tout va bien, il n'y a pas de souci. Toutes les relations vont bon train. Mais à partir du moment où tu commences à mettre en place des politiques qui vont à l'encontre de leur vision et de leur modèle à eux, hein, cette suprématie de l'Empire romain, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, là, carrément, on te place comme soit tu es complotiste ou soit tu es un ennemi à abattre. C'est ce qui se passe ici. On sait tous que cette guerre de proxy en Ukraine n'est pas en réalité un conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est en réalité un conflit entre euh, la Russie et l'Occident. La vision du monde occidental qui veut dépraver certaines mœurs qui ont, par exemple, donné naissance à l'humanité telle que nous la voyons aujourd'hui. Mais euh, l'Occident veut la mettre tout en l'envers, veut que des pays émergents puissent se la mettre en l'envers. Notamment, je parle de la vision papa, papa, maman, maman. Pourquoi imposer, par exemple, ces genres de visions? Des visions, une vision comme, voilà, les enfants doivent choisir leur sexe, les enfants, euh, euh, les, les enfants peuvent se permettre de tout et de rien sans pour autant avoir des conséquences. Une vision comme le féminisme que beaucoup de femmes ne comprennent pas aujourd'hui, où ils sont entrés, ils ont carrément renversé l'ordre pyramidal de la famille aujourd'hui. Conséquence des causes, on voit que la démographie en Occident est en train de dégraisser comme pas possible. Et c'est cette vision que l'Occident veut imposer aux autres pays qui veulent justement entretenir des relations économiques avec les autres. N'est-ce pas la honte pour la France aujourd'hui, hein, de supplier le BRICS pour qu'ils fassent partie de leur réunion? Le grand empire que le président Macron, hein, la France qui était un grand empire, mais aujourd'hui le président Macron est en train de la ridiculiser sur la scène internationale. Et la dégénérescence est arrivée à un tel point de niveau où ces personnes qui sont à la tête de la gouvernance de la France ne se gênent même plus, ne se gênent même plus de leur dégénérescence. Ces personnes ne se gênent même plus euh, de leur conneries, de leurs bêtises. Comment ça se fait? Je prends un exemple. De l'autre côté, tu envoies des armes pour qu'on aille bombarder, par exemple, la Russie, et tu vas dans l'autre coin et tu es en train de crier, ah, s'il te plaît, je vais faire partie de ta nouvelle réunion avec ton nouveau copain, laisse-moi rentrer, s'il te plaît, laisse-moi rentrer aussi. Pour pouvoir comprendre la vision, la moquerie ou bien le fait de se ridiculiser que ces dirigeants, les oligarques français sont en train de commettre, il faut voir l'échelle, leur population. C'est un peu, moi, c'est exemple, le fait, pour comprendre les politiques actuelles, regarde les comportements des femmes aujourd'hui. Des personnes qui peuvent se permettre de pouvoir faire des bêtises, mais sans pour autant assumer, sans pour autant même craindre des sanctions. Parce que, pourquoi? Il y a toujours une justice, il y a toujours un État profond qui est là pour toujours les soutenir dans leurs bêtises. Des personnes, en l'occurrence des femmes, qui peuvent se permettre d'être traitées de menteurs
Mais elles ne veulent pas qu'on les traite de menteuses. C'est-à-dire des personnes qui commettent des exactions, des personnes qui commettent des abominations, mais ne craignent en rien les répercussions de leurs actes. Parce qu'ils savent de toute façon, bah, nous sommes puissants, nous sommes l'Occident, nous sommes un grand empire, de toute façon, nous n'avons des comptes à rendre à personne. C'est ça que j'appelle deux poids, deux mesures. On sait tous qu'aujourd'hui, que la politique de la France en Afrique, que la France est en train de perdre énormément son influence sur ces territoires coloniaux français et autres. En l'occurrence, on voit avec le Mali, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, euh, le- euh, la Guinée, un tout petit peu, qui sont vraiment des exemples, des exemples vraiment à suivre, des exemples vraiment salutaires, parce que c'est la population et leurs dirigeants qui se sont réunis main dans la main pour pouvoir euh, revendiquer une certaine politique, pour pouvoir revendiquer leurs droits, pour pouvoir sortir de leur jouge coloniale avec la France. Tu sais, il y a 50, 60 ans, les pays de BRICS étaient des pays sous-développés. Et pour certains même, je dirais même en voie de sous-développement. Quoique la Russie, bon, je dirais sur le plan militaire, hein, est toujours un pays super développé, bon, était toujours même à l'époque, hein, 50, 60 ans, une puissance militaire incroyable, hein, enfin du point de vue militaire, mais économiquement était pauvre. Un pays peut être développé sur le plan militaire, mais être économiquement pauvre, ou bien être économiquement sous-développé. C'est des choses qu'il ne faut pas confondre. Par exemple, euh, bon, il y a le cas de la Russie, il y a le cas euh, de la Corée du Sud, si je ne me trompe pas. Non, la Corée du Nord. Par exemple, la Corée du Nord a des capacités militaires, mais ce n'est pas un pays puissant sur le plan économique. Tu vois. La capacité militaire peut aider sur le plan technologique à convertir cette connaissance pour devenir un pays industriel, mais la capacité militaire ne veut pas dire qu'un pays est forcément puissant. Prenons par exemple l'Égypte. Ça, c'est un cas vraiment, waouh, spectaculaire. Est-ce que tu sais que l'Égypte, mais tu peux aller même fouiller sur Internet, a des capacités et une technologie militaire qui est bien au-delà et supérieure à la France, le nombre de militaires, la technologie supérieure à la France, l'infrastructure complètement supérieure à la France. Mais le seul élément qui fait que la France dépasse l'Égypte est simplement la possession de l'arme atomique. Mais quand tu prends sur le plan de la marine, sur le plan des combats, sur le plan de l'infanterie, sur le plan des avions de chasse, ben, la France n'est pas en mesure d'affronter l'Égypte. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ce sont les experts français, il faut aller voir, il faut aller suivre hein, au début de l'opération russe en Ukraine. Il fallait aller voir tous ces experts et autres qui parlaient sur BFM TV, qui faisaient les louanges de la France. Et puis, il y a un expert, j'ai oublié son nom, qui a contredit les autres experts. C'est-à-dire qu'il leur a fait voir les faits concrets, quoi. Mais oui, vous parlez qu'ici une attaque russe sur la France. Est-ce que la France, combien de temps la France tiendrait? L'expert qui a contredit les autres experts a dit que la France ne tiendrait que quelques heures s'il y avait un affrontement frontal entre la Russie et la France, tu vois. Mais bon,
Je te conseille d'aller suivre ces interviews qui sont sur YouTube. C'est vraiment marrant, les ridicules, de voir le ridicule de tous ces experts qui euh, euh, louaient ou bien vantaient les mérites de, de l'armée de l'armée française. Ben bon, France. En fait, la France ne tiendrait, d'après l'expert qui était contre tous les experts qui vantaient les mérites de la France, il a dit carrément, avec des faits à l'appui. Et il y avait encore un autre expert américain qui a travaillé pour euh, l'agence américaine de communication. Enfin, c'est une agence américaine d'information, d'occupation. Enfin, j'ai oublié, là où Julien Assange travaillait. Des renseignements, bon, l'agence américaine des renseignements militaires. Il dit que la personne disait que la France ne tiendrait même pas 4 heures contre la Russie s'il y avait un affrontement, là, pas frontal. Et avec l'Égypte, la France, avec la capacité militaire qu'a l'Égypte aujourd'hui, la France ne tiendrait même pas 2 jours. Tu imagines? Cependant, en comparant les deux pays, du point de vue économique, la France est largement supérieure à l'Égypte. Il y a de cela 50, 60 ans, les pays du BRICS étaient pauvres. La France affichait sa grandeur, sa frime, en se servant bien des médias comme soft power pour vendre une image de puissance. Aujourd'hui, le président français, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il quémande. Je dis bien pas demander, mais il va quémander. Il va supplier de venir à une rencontre d'ex-pays pauvres. Oui, il faut le dire, hein, d'ex-pays pauvres. Parce que mon point de vue est que c'est une honte pour l'image de la France. L'image de la France que le peuple français a voté, hein. Parce que Macron est là, c'est parce que le peuple français a voté. Il ne faut pas non plus se la raconter parce que la représentation de la personne qui gouverne un pays est à l'image du peuple qui la compose. Si Macron est arrogant, si Macron est têtu, si Macron s'en fout carrément de l'intérêt français, tu sais quoi? C'est exactement à l'image de ce qu'est la population. Bizarrement, il y a toujours cet esclave choyé par le maître. En l'occurrence, ici, je parle de certains pays africains, oui, qui font toujours de l'aumône auprès du grand maître oligarque français pour répondre à tous ses caprices. Autre chose, je ne sais pas si je vais retrouver le graphique ici. Il faut aller voir en 1975 quel représentait le jet set. Le jet set représentait 16% de la population mondiale en 1975 et pesait, je dis bien pesait, 52% du PIB mondial. On constate que le jet set n'a pas une grande démographie, mais c'est eux qui avaient la plus grande euh, production des richesses mondiales. Aujourd'hui, le jet set représente 8,3 de la population, enfin 8,3% de la population mondiale, c'est-à-dire une population décroissante et pèse 30% du PIB mondial. Et ça fait énormément peur à l'Occident parce qu'ils savent que la puissance d'un pays réside aussi sur le nombre de sa population. Voilà pourquoi Macron vient toujours dire aux pays africains il faut arrêter de mettre au monde des enfants. Parce que s'il y a autant de pauvreté, c'est parce que les femmes pondent énormément des enfants. Mais qui a dit que le nombre de la population
est proportionnel à la pauvreté. Au contraire, le nombre croissant de la population est proportionnel aussi à la richesse que peut produire ces pays. Parce que si toi, bon, maintenant ça dépend de ton paradigme, hein, si certains voient avoir plusieurs enfants comme des bouches à nourrir, ah oui, forcément, ben voilà, si tu n'as pas les moyens de pouvoir assumer ces bouches à nourrir, eh ben forcément que tu seras, euh, que tu es en train de créer simplement une armée euh, de pauvres à devenir. Et tu es en train simplement d'installer, de te préparer à tomber dans le gouffre de la pauvreté. Mais par contre, si tu vois dans ces enfants des personnes que tu vas éduquer, des personnes qui vont, avec l'éducation, avec l'instruction, aller justement créer des richesses, aller innover pour avoir les conditions de vie que toi, tu n'as pas eues. Alors là, oui, tu es en train de, justement, de mettre au monde des enfants qui seront une puissance économique, une force de frappe. L'exemple, regarde avec l'Inde. En seulement à peine 10 ans ou 15 ans, le gouvernement a simplement misé sur les nouvelles technologies pour que tout enfant indien qui naît, tout consort, ait accès à l'instruction, à l'école. Mais IA, technologie, Internet, computer, tout y consort, réseau télécommunication. Regarde, en moins de 15 ans, qui sont devenus les Indiens aujourd'hui? Ce sont eux qui maîtrisent, qui contrôlent, qui dominent la Silicon Valley. Les réseaux sociaux, qui sont à la tête de ces... Qui est à la tête de Google? Un Indien. Indien ou Pakistanais en tout cas. Qui, a la tête, enfin, qui était à la tête de Twitter? Les Indiens. Donc, ce sont eux maintenant qui contrôlent l'intelligence artificielle. Ce sont eux qui contrôlent Internet. Mais il a suffi d'une décision. Un chef politique visionnaire pour pouvoir miser sur l'éducation. Et puis, regarde, comment est-ce que l'Inde est en train d'être transformée. Donc, de 1975 à 2023, ils sont passés de 52% de production de richesses dans le monde à 30% dans le monde. Et tertio, il ne faut pas aussi être dupe parce que la quémande de la France de participer aux BRICS, pour moi, c'est un caractère habituel qui habite toujours l'esprit oligarque français, hein, depuis euh, l'époque de l'esclavage, euh, euh, depuis le bloc de la traite négrière. Parce que lorsque le maître de la plantation, anecdote, le maître d'esclaves, le bourgeois, l'oligarque, sentait, hein, retournant dans l'histoire, qu'il perdait son autorité, son influence, son pouvoir sur ses ouvriers, plutôt que de l'affronter en direct, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'alliait avec eux. Les Romains l'ont fait en créant, par exemple, la religion catholique pour pouvoir dominer sur ces colonies. Parce que s'il fallait tout le temps que l'empereur Alexandre utilise son armée pour pouvoir aller conquérir, pour pouvoir aller muter des colonies rebelles ou des rébellions quelque part avec un empire aussi grand, ça lui coûtait énormément cher. Et en plus, la perte d'hommes coûtait excessivement cher aussi, sans compter les matériaux. Alors, pour pouvoir dominer, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait trouver un élément sur qui ces populations rebelles s'appuient, afin de pouvoir investir sur ça et faire marche entente, simuler que, ben voilà, on est de votre côté. C'était le cas de la région catholique, hein, en prenant l'histoire des Kémites, l'histoire des Mormons, euh, de la religion des Mormons en Égypte.
pouvoir transformer ça en Nouveau Testament. Et puis, il a pris l'Ancien Testament à travers l'histoire l'histoire des Juifs, là, comment on appelle, du judaïsme, et qu'il a baptisé en Ancien Testament, et puis ils ont appelé ça la Bible, parce que c'était facile de dompter, c'était facile de dominer une population sans pour autant envoyer l'armée. Calmos. Le cas de la Chine aussi, avec les Ouïghours, comme le gouvernement chinois, parce qu'ils ont remarqué, après tant de mutilations, comme ils ont remarqué qu'ils ne veulent pas, que les Ouïghours ne veulent pas abandonner leur croyance à l'islam pour le taoïsme, mais qu'est-ce qu'elle fait? La Chine a construit une prison à ciel ouvert et a confiné cette ethnie des Ouïghours. Personne n'entre, personne ne sort. Et après maintes répressions contre ce peuple, ils ont adopté notre stratégie. Parce qu'ils se sont dit que comme ils s'obstinent à garder leur religion, donc pour ne pas perdre la face, il faut s'allier à leur foi religieux. Comme leur foi religieuse en l'islam constitue la voûte principale de leur résistance, avec qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons nous servir de cela pour les contrôler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réécrit le Coran pour que cela soit en harmonie avec les valeurs de Mao Tse. Et une fois que ces Corans réimprimés, ils sont venus leur donner cela en cadeau. Allez enseigner ça à vos enfants et tout et consort. L'éducation, l'instruction, l'image, la vision. Et depuis 2017-2018, une nouvelle version du Coran, selon la vision chinoise, a été publiée, éditée plus d'1 milliard de fois et partagée gratuitement au sein de la population. Donc, toi, tu crois que tu es en train d'apprendre quelque chose qui vient de Dieu, mais en réalité, tu es en train d'apprendre quelque chose qui vient du gouvernement. Parce qu'ils veulent que tu t'associes aux valeurs de l'Empire pour leurs objectifs obscurs. Donc, l'intervention de la France à venir participer auprès des BRICS, pour moi, ça cache aussi un autre sommet que la France est en train d'organiser là actuellement, le 22 et 23 juin. Oui, pour moi, c'est une stratégie. Parce que la France est en train d'organiser un sommet qu'on appelle un sommet pour un nouveau pacte mondial de financement. Voilà pourquoi je suis d'accord et serai toujours d'accord, toujours avec cette affirmation que l'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Un sommet pour un nouveau pacte mondial de financement. Est-ce que cela ne te dit rien? Regarde dans l'histoire et tu trouveras que les faits similaires se sont toujours produits. Mais il n'y a que la forme qui a changé. Déjà, on va essayer de comprendre. Quels sont les objectifs pour ces sommets initiés par la France? Attends, je vais te partager l'écran. Bon, tu peux retrouver, comment ça fait pour partager l'écran? Mhm. Ben voilà, voilà. Avec son sommet, Macron veut jouer l'intermédiaire entre le Nord et le Sud. Voilà. En accueillant un sommet qui ambitionne euh, rien du moins que de réformer le système financier international, Macron endosse son costume diplomatique préféré, celui d'intermédiaire entre le Nord et le Sud, qui s'active tout azimut pour réduire la fracture du monde avec des résultats mitigés. Je le sens, nous pouvons faire une énorme différence pour la planète et contre la pauvreté. A tué mercredi avec emphase le président français à la veille de l'ouverture à Paris du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui, pendant 2 jours, accueillera une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Lui faire la différence pour la planète et la pauvreté. A-t-il d'abord résolu le problème de pauvreté en France? Moi, c'est la question que je me pose. Hein? A-t-il déjà résolu la pauvreté en France, oui ou pas?
Donc, quand tu suis tout au bout, tu verras que les objectifs pour ces sommets initiés par la France, c'est de quoi? C'est de poser les bases pour un nouveau système financier, un nouveau partenariat financier et équilibré entre le Nord et le Sud. Dans cette optique, tu verras que les présidents africains sont en train de courir comme, un peu comme une âne qui court après une carotte perchée au bout de son nez, là. Sais-tu, quand on crée, quand ils ont créé la Banque mondiale, le FMI, c'était toujours après les guerres, c'était toujours après des changements importants mondiaux. Quand on reconfigure le monde et on se dote de, des nouveaux éléments financiers, or, c'est toujours lorsqu'il y a changement, euh, comment dirais-je, par exemple, ici en l'occurrence, changement au niveau du prisme de l'ordre mondial qui se passe aujourd'hui. Parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre la face. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'allier à eux, comme l'exemple de l'esclave et du maître. Il faut va suivre l'histoire de Rome, va suivre l'histoire des Ouïghours en Chine. Or, aujourd'hui, quand on analyse les chiffres du jet set, de la production des richesses en 1975 et 2023, eh ben, tu comprends bien que cela ne te surprend pas. Cela ne te surprend-il pas de voir que la France, de voir la France jouer la carte de l'intermédiaire, de jouer cette carte joker afin de sauver un navire qu'elle a elle-même, hein, qu'elle a elle-même fait couler. Quand je parle de carte intermédiaire ici, je vais dire que dans ces sommets, certes, la France l'organise, mais elle ne sera pas seule. Parce que l'État de France en tant que tel n'existe plus depuis belle lurette, hein. Les États forts et indépendants n'existent plus. La France n'est plus un État. L'observateur disait pour qu'un État se constitue, eh bien, mais ça y est, tous les économistes le disent. Un, d'abord, c'est une monnaie forte, unique. Et puis, deux, ta capacité à défendre ton pays, le territoire. Et puis, trois, je ne sais plus, dis-le-moi dis-le-moi dans les commentaires. Il n'y a que ces trois éléments qui permettent de dire que tu as un État fort. Mais si tu n'as pas de frontières, tu n'as pas une armée et tu n'as pas une monnaie, le président Macron va être accompagné des représentants des 27 pays de l'Union africaine, du, euh, de la, euh, du président de la Commission européenne, Van der Leyen, un truc comme ça, les responsables du département d'État américain, tous réunis pour mettre en place le base de nouveaux systèmes financiers. Et quels seront les objectifs de ce sommet? Permettre aux pays du Sud d'accéder à davantage de financements nécessaires pour pouvoir investir dans, voilà, dans le développement durable et lutter contre le surendettement. Va voir l'article, l'article est là. Et c'est ça qu'on présente toujours sur le plat à chaque fois qu'ils veulent placer la corde autour du cou d'un Africain. Le gros larbin africain vient dans ce sommet et tu verras et tu auras davantage accès au financement pour ton pays. Depuis quand la France est une banque d'investissement? Point d'interrogation. Qu'en est-il de tous ces anciens programmes de financement et le FMI qui ont mis tous les pays africains à un endettement record et sans précédent? Les pays africains qui sont déjà endettés par une dette qu'ils ne comprennent même pas. Et bizarrement, on vient leur proposer un nouveau mode de financement. Moi, c'est ce que j'appelle racine carrée, euh, racine carrée des Tobé, quoi, en fait. Et avec tous les besoins d'ordre vital qu'a besoin la population africaine, la France demande aux BRICS, aux pays africains, intéressés de rentrer dans le BRICS, voici un nouveau mode de financement pour vous permettre de vous développer. Tu vois maintenant pourquoi est-ce que je t'ai parlé de l'exemple de Rome, de l'exemple de Chine avec les Ouïghours. Parce qu'ils savent que le BRICS est en train de venir en force à cause des nouveaux enjeux économiques actuels,
où on est déjà dans le monde multipolaire. Il n'y a plus qu'un seul dominant comme les États-Unis avant, mais multipolaire. Et comme la France perd davantage d'influence, parce qu'il faut voir que si la France avait de l'influence sur ces territoires, ces pays africains, c'est parce que simplement les États-Unis avaient délégué cela à la France. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, hein. Les États-Unis sont revenus à la charge maintenant. Toi, France, dégage. Même malgré cela, tu verras que la France se faufile toujours où chacun veut trouver ses intérêts. L'Allemagne fait pareil avec la Chine, la France fait pareil avec la Chine en allant voir son homologue Xi Jinping pour pouvoir négocier des traités au cas où le jet set tombait, quoi. La France aura sa porte de sortie. Tu vois, même entre eux, il y a toujours des intérêts personnels. Et pour comprendre cela, il faut remonter l'histoire. Or, il est connu que les banques qui détiennent aujourd'hui du cash flow, l'argent liquide, se trouve en Inde, en Russie, en Chine, au Brésil et beaucoup de pays du Golfe qui eux aussi veulent intégrer le BRICS. Ils détiennent du cash flow en rapport avec le stock d'or qu'ils ont dans leurs banques. Ces pays-là ont des banques de financement en cash. En France, les banques n'ont plus de cash flow. Mais comment va-t-elle financer les infrastructures? Moi, c'est la question. En tout cas, si tu as une idée, dis-le-moi dans les commentaires. Ah oui, peut-être qu'ils veulent, par exemple, euh, peut-être qu'ils veulent, par exemple, créer de l'argent qui n'existe pas, comme ils le font avec de la dette, hein, dans ce système économique. On sait que on crée de l'argent à partir de rien, hein. Je dis cela parce que l'euro, comme le dollar, n'est plus référencé par rapport à l'or. Depuis 1971, le président Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar à l'or. C'est fini. Chacun maintenant peut imprimer l'argent autant qu'il veut, quoi. Avant, le nombre de stocks d'or que tu avais dans ta réserve correspondait à l'argent papier que tu détenais, qui circulait dans ton économie, quoi. Donc, tu ne pouvais pas aller au-delà de ce que tu as dans ta réserve. Mais comme la cupidité grandissait fort dans ces esprits capitaliste, tout est consort, il fallait trouver un moyen où on pouvait imprimer plus et pouvoir amasser de la richesse plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'or de côté. Il faut savoir qu'à un certain moment, qu'à une certaine époque, c'était devenu illégal de pouvoir posséder de l'or. Réfléchis. Non seulement la France est extrêmement super endettée, mais veut se permettre d'aller financer les pays du Sud. Mais avec quoi va-t-elle faire cela? S'il te plaît, dis-le-moi dans les commentaires. Avec quoi la France va se permettre d'aller financer les pays du Sud? De l'autre côté, tu as ces présidents africains qui répondent là présent, hein. Oui, maître, oui, maître, nous allons venir. Et au total, 40 pays africains sont entendus. Hein? Ils viennent là, fier, nous allons à Paris pour trouver de l'argent afin de construire nos routes, nos barrages électriques, par-ci, par-là, et autres. Est-ce que tu penses vraiment que cette somme va profiter à la population? Il y a plus de 60 ans, le FMI n'a pas su le faire. Tout l'argent que le FMI a donné à tous ces présidents, à quoi ça a servi? La main qui donne, c'est celle qui reprend de l'autre côté. C'est ça l'euphémie, hein. Il n'y a rien qui a changé. C'est toujours la forme qui change, mais le fond est toujours pareil. Donc, la leçon de l'histoire est ceci, que quand tu n'es pas puissant, ça c'est surtout pour les pays africains, quand tu n'es pas puissant au plan économique, on n'obtient jamais de résultats sur le plan diplomatique. Je prends ici, je fais référence par exemple à la délégation des présidents africains qui sont partis négocier un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine. Mais les gars, moi j'appelle ça du fanfaronnage en fait. Ça me fait même marrer, quoi. C'est vraiment des dindons de la farce, quoi.
Vous ne pesez absolument rien. Rien. Vous ne pesez rien. Mais qu'est-ce que vous partez là? Quel traité? En plus, le traité en question n'était déjà qu'un traité que la Chine avait proposé, un plan de sortie de crise que la Chine avait déjà proposé à son époque. C'est ça que les pays africains sont partis simplement exposer. Bon, de toute façon, de l'Ukraine, ils n'allaient rien obtenir parce que l'Ukraine est dirigée par les Occidentaux, vous savez, voilà. Mais arriver devant Vladimir Poutine, qui a bien accepté de vouloir euh, entamer euh, les démarches de négociation, moi, ma question est que qu'est-ce que ces présidents africains ont obtenu de concret? Ils étaient dans l'épicentre où les cartes de nouvelle géopolitique sont en train d'être redistribuées. Mais qu'ont-ils obtenu en retour? Pour leurs intérêts, hein, pour les intérêts de leur pays. C'est de là que je parle. Dis-le-moi dans les commentaires. Fais pause à cette vidéo si tu es contre, en tout cas, mon opinion. Dis-le-moi dans les commentaires. Si les pays africains ne tirent pas profit de ce monde multipolaire qui se dessine à l'horizon, ben, ils resteront pauvres pays du tiers-monde pour 2, 3, 4, 5 siècles à venir. C'est un peu comme quand euh, quand la Chine n'a pas su profiter de la technologie de la machine à vapeur pour s'industrialiser. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est un tout petit pays comme le Japon qui a mis toute l'empire chinoise à terre, sous domination, pendant des années, des années, des années. De la même manière qu'un tout petit pays comme la Belgique a mis à terre un grand pays, un continent comme le Congo, pendant des siècles. Pourquoi? Parce qu'il maîtrisait la technologie de la machine à vapeur. Il maîtrisait la technologie. Par contre, quand on remarque que ces présidents à la tête de ces pays qui restent pour la plupart des gouverneurs au service de l'empire colonial occidental, ben écoute, je ne suis pas vraiment optimiste quand je vois qu'ils vivent dans une réalité qui sont à des années-lumière de celle de leur population. À partir du moment où moi, je verrai qu'un pays africain profiter du BRICS pour solidifier son économie, industrialiser ses, euh, industrialiser ses infrastructures, préparer sa population, alphabétiser sa population, préparer sa population à profiter des nouveaux enjeux du futur, hein, comme l'intelligence artificielle, la robotisation. euh, alors là, oui, peut-être que je dirais qu'il y a de l'espoir. Quand je verrai d'abord que même, même des besoins basiques, par exemple, permettre à tous les territoires africains de pouvoir posséder de l'eau potable, d'avoir l'électricité dans tous les villages, que toute la population du nord de l'Afrique jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, ait accès à Internet. Là, oui, je dirais qu'il y a espoir. Mais tant qu'ils joueront toujours les dindons de la farce pour se faire ridiculiser sur la scène internationale parce qu'ils ne pèsent pas économiquement lourd, aujourd'hui, par exemple, dis-moi, quel est ce pays puissant sur le plan diplomatique, mais économiquement faible? Dis-moi, quel est ce pays? Il n'y en a pas. S'il y en a, dis-le-moi dans les commentaires. Donc, quand tu es puissant sur le plan industriel et puissant sur le plan économique, de fait, tu deviens puissant sur le plan militaire parce qu'il y aura toujours un pays possédant l'avantage, par exemple, de la bombe atomique pour garantir ta sécurité en échange de la valeur et des services que tu vas leur apporter ou bien lui apporter. On a des cas, par exemple, hein, le Qatar n'a pas de bombe atomique, hein. Le Qatar n'a pas de bombe atomique, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'Amérique qui vient se positionner pour garantir leur sécurité. Et regarde où est aujourd'hui le Qatar. L'Arabie Saoudite, pareil. Est-ce qu'ils ont des bombes atomiques? Bah, on a plein, 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 plein de pays comme ça. Qui encore? Regarde par exemple, ah oui, regarde
euh, comment ça s'appelle, Taïwan. Taïwan est un tout petit pays qui n'a même pas une armée aussi puissante, qui n'a même pas l'arme atomique. Mais regarde aujourd'hui, avec l'économie de la connaissance, ce petit pays, en plus qui ne possède même pas, comment on appelle, les fils conducteurs, qui ne, qui ne possède même pas la matière première pour pouvoir créer le fil conducteur, mais il s'est positionné comme leader mondial et il ravitaille toute la planète. Il contrôle le marché mondial. Mais tu vois, les États-Unis viennent de loin pour pouvoir défendre leurs intérêts parce que les États-Unis ont aussi intérêt à pouvoir commercialiser avec ce pays. Parce qu'ils sont positionnés comme leaders dans ce secteur des fils conducteurs. Mais bon, actuellement, aujourd'hui, ils en profitent. Demain, qui sait, peut-être on va passer à une autre technologie révolutionnaire. Mais en tout cas, actuellement, ils en profitent. Ils profitent de ce positionnement encore pour pouvoir travailler encore d'autres secteurs de leur pays et de dominer le marché mondial. C'est des cas comme ça. Alors, est-ce qu'il suffit simplement de pouvoir voyager, se montrer devant les médias aux yeux de tout le monde que, ah, grâce à nous, la guerre en Russie et Ukraine va s'arrêter? Moi, je ne pense pas. Parce que cette guerre, c'est la volonté de l'Occident, des États-Unis, à utiliser comme l'Ukraine comme proxy afin de pouvoir mener à bien ses intérêts. Tant que les industries des armements, tant que toutes ces industries américaines ne seront pas rassasiées, n'auront pas fait énormément de profits sur cette guerre, la guerre ne finira jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais tant qu'ils auront mis énormément de profits dans leur poche et qu'ils seront bien rassasiés, là, maintenant, ils vont balancer Zelensky et dire, bon, maintenant, va te faire foutre. Ils vont aller renégocier avec Vladimir Poutine. Hein. Ah, ils vont aller renégocier. Hein. À eux, ils ont toujours plusieurs portes de sortie. Vraiment. Mais le pire, ce sera la population qui vont subir une vision aveugle qu'un président voilà, mené, a mené pour ce pays. Parce que ce pays sera endetté à vie. Parce que quand les industries américaines financent jusqu'à des milliards et des milliards en armement et tout et consort, et qui viennent encore déjà se positionner pour reconstruire le pays de l'Ukraine après-guerre, n'oublie pas que les contrats ont déjà été signés. Ce sont les industries américaines qui auront le marché à pouvoir reconstruire toute l'Ukraine. Et même si l'Ukraine est incapable et en incapacité de payer, ils leur font un crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? Leurs pays, pendant plus de 100 ans, resteront toujours sous les juges américains. Malheureusement, c'est ça. On est en pleine guerre, mais les contrats sont déjà signés. D'après-guerre, voici telle entreprise qui aura le marché, par exemple, de la construction des bâtiments. Voici telle entreprise qui aura le marché sur les routes. Voici tel marché qui aura les entreprises. Tout est déjà signé, les amis. Nous, on fait que dormir, on voit que BFM, tu nous balances à tort à travers. Oui, il y a ceci, Poutine fait ceci. Zelensky a gagné 1 mètre, 1 centimètre par rapport à l'offensive de consort. Mais dans les coulisses, c'est des milliards et des milliards qui sont en train de transiter. La guerre, c'est du business. Faut pas rester dupe. Je voudrais que toi aussi, tu puisses contribuer à cela. Dis-le-moi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la stratégie de Macron de pouvoir faire partie du BRICS, alors que, étant membre du pays du Jet Set, normalement, qui est contre cette vision du BRICS, à pouvoir voir ces pays émerger, et consorts, c'est quoi ce double jeu, deux poids, deux mesures que la France est en train de jouer? Dis-le-moi dans les commentaires, je voudrais aussi connaître ton point de vue. Sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.